Amis téléspectateurs, honneur. C'est un plaisir d'être à nouveau avec vous pour ce voyage sur Quisqueya, l'île mystérieuse. Ce soir, je commence par le proverbe « Rat connaît, chat connaît, barik maïa, rete là ». Proverbe de mon pays, Haïti, Titoma, de Deïta, en vente dans toutes les librairies. Nous allons parler de Monsieur Paul Robeson. Paul Robeson, l'une des meilleures voix du jazz américain. Paul Robeson, connu pour Old Man River du film Showboat. CD numéro RMB 750-24. Paul Robeson a étudié à Columbia University. Il a été un avocat et il a fait du théâtre avant de faire le chant. Paul Robeson, Old Man River. Et chez nous, Maestro Issa, un film de Franz Voltaire. Maestro Issa, film de Franz Voltaire, qui nous raconte un peu l'histoire de la musique de l'époque du général Paul-Eugène Magloire, président de la République d'Haïti, de Cabane Choukoun, de tout ce qui tourne autour de cette époque-là. Le Casino, Bebo Valdés, Bobby Hicks, Tiroro, T. Marcel, Sico. Production Sidika, Maestro Issa. Au cinéma, nous aurons Deux hommes dans la ville, avec Jean Gabin, Alain Delon, un film de José Giovanni. Numéro de série Pathé, KCCDV 5064. Grâce aux efforts d'un éducateur, Gino est honnête à sa sortie de prison. Mais l'inspecteur n'y croit pas et le harcèle, le soupçonnant de tous les délits malgré les efforts de Gino pour retrouver une vie normale. Harcelé par les soupçons de l'inspecteur, Gino est poussé au meurtre. Film de Pathé, KCCDV 5064. Deux hommes dans la ville. 12 hommes en colère. 11 jurés sont convaincus de la culpabilité d'un accusé de meurtre. Le 12e n'a aucun doute de son innocence. Commence le suspense et la fascination dans ce film avec Henry Fonda. 12 hommes en colère. Collection MGM. Pas de numéro. Collection MGM. 12 hommes en colère. Et mes trésors d'aujourd'hui, l'armée haïtienne, sa nécessité, son rôle par le général François Denis Légitime, ancien président de la République d'Haïti. Réédition 2002 aux éditions Lumière. Et le trésor des trésors, le rapport de la Commission citoyenne nationale de réflexion sur les forces armées d'Haïti, rapport datant de 2006 et publié en 2007. Pourquoi la publication de ces rapports par l'Association militaire d'Haïti? Amis téléspectateurs, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le docteur Georges Michel, docteur en médecine, constitutionnaliste, historien. Ce soir, le docteur Michel et moi, nous allons parler de l'armée. Georges Michel, honneur. Honneur, respect, Marie-Alice. L'armée d'Haïti, qu'est-ce que c'est qu'une armée? Avant même de me parler de l'armée d'Haïti, j'aimerais savoir. Parce que ces jours-ci, ça fait la une, hein, tout le monde en parle. On est pour, on est contre, on ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'une armée? Une armée est une institution, d'abord. Et derrière cette institution, il y a des hommes et des femmes qui sont en armes
et qui obéissent à des ordres, qui suivent une discipline, qui obéissent à une hiérarchie et qui remplissent des tâches de sécurité diverses, tant au niveau interne, principalement, et externe. Depuis 1945, la guerre est hors la loi par le droit international. Donc, en principe, les armées n'ont pas à envahir leurs voisins. Elles sont confinées depuis 1945 par le droit international à un rôle défensif en principe. C'est pour ça que tous les ministères de la guerre ont été changés en ministère de la défense. Parce que la guerre est hors la loi, Marie-Alice, depuis la Charte des Nations Unies. Donc, en 1804, l'armée indigène va devenir l'armée d'Haïti, c'est ça? Tout à fait. C'est bien ça. C'est l'armée haïtienne. Nous avons voté le 29 mars 1987 massivement pour cette constitution. Vous avez fait partie des constituants, n'est-ce pas? Oui. Et l'armée est inclue. L'armée est dedans et l'armée... Que dit la constitution concernant La cette armée? constitution vous dit que la force publique a deux composantes. Une composante militaire à statut militaire, et ce sont les forces armées d'Haïti, et une composante civile, administrative, s'occupant de la police, c'est l'actuelle PNH, la police nationale d'Haïti. Ce sont deux forces qui ont deux missions distinctes, deux missions séparées, et vous avez, n'est-ce pas vrai, la MINUSTA, où il y a une composante militaire dans cette MINUSTA, et une composante policière. Oui, mais il a été dit à une certaine époque qu'il n'y avait pas de police haïtienne, que l'armée jouait le rôle de la police. Alors, il faut remonter au premier temps de notre histoire. Nous avons eu l'armée indigène, qui n'était autre chose que les troupes coloniales françaises indigènes, qui se sont rebellées contre la métropole pour que nous puissions rester des hommes libres et ne pas retourner en esclavage. Donc l'outil militaire a été tourné contre les Français et nous avons mis les Français dehors officiellement le 1er janvier 1804 parce que les Français étaient redevenus esclavagistes et ceci nous ne pouvions le supporter. Et à partir d'avril 1807, Alexandre Pétion a créé une police nationale d'Haïti et une gendarmerie nationale d'Haïti qui est un corps militaire à fonction de police qui s'occuperait de la police dans les zones rurales, alors que la police nationale d'Haïti va s'occuper de police dans les villes. Ce modèle qui reproduit le modèle français va durer jusqu'en 1916, où au premier semestre de l'année 1916, l'occupant américain renverra toute la force publique haïtienne dans toutes ses composantes, armée, marine, police et gendarmerie, pour remplacer cette force publique par une force aux ordres des Américains, créée par eux, dirigée par des sous-officiers blancs américains du Marine Corps, dirigeant des éléments haïtiens, dirigeant des gardes haïtiens. C'est cette armée qui a commencé à exister en octobre 1915, alors que la première n'était pas tout à fait encore envoyée. Et cette force va changer de nom plusieurs fois. À partir de 1928, elle s'appellera Garde d'Haïti, 1947, Armée d'Haïti, 1958, Forces armées d'Haïti. Mais basiquement, elle va rester une gendarmerie et une gendarmerie laissée par un occupant étranger, prolongeant l'occupation militaire étrangère et son caractère répressif. Et c'est ce qu'on appelle en anglais un proxy. C'était le proxy du Marine Corps et pendant toutes leurs années d'existence, ces militaires haïtiens de la Seconde Armée se sont vus plus comme une succursale du Marine Corps en Haïti que comme une institution nationale haïtienne. Et nous avons vu leur sort en 1994, alors que des penseurs, des hommes politiques haïtiens leur avaient dit depuis très longtemps qu'ils devaient se défaire de leurs fonctions policières pour garder seulement leurs fonctions militaires, pour prétendre au titre d'armée nationale. Mais comme c'est l'occupant
qui les avait formés et ils aimaient beaucoup leur fonction de police, leur fonction de garde-choum, de préfet de discipline, et ils n'ont jamais voulu s'en défaire jusqu'à ce que l'irréparable arrive en 1994 et que les États-Unis envahissent une seconde fois ce pays en moins d'un siècle. Et les lois de séparation de la police et de l'armée sont prêtes dans le moniteur depuis 1947, Marie-Alice. Ils ont attendu 47 ans en ne faisant rien et en gardant l'ancien modèle hérité de 1915. La Constitution de 1946 prévoit explicitement la séparation de la police de l'armée, mais ces gens-là ont toujours traîné les pieds, ont toujours résisté au progrès. Quand vous dites ces gens-là, de qui je vous parle parlez? Des chefs militaires haïtiens qui se sont succédés de 1934 à 1994. Pendant 60 ans, ils ont gardé ce modèle vicié qui aurait pu être corrigé sans qu'on ait, n'est-ce pas, cette catastrophe de 1994, ce second renvoi de la force publique haïtienne et cette expérience douloureuse de déstabilisation que nous avons vécue pendant ces 15-16 dernières années. Oui, mais dans la mémoire des Haïtiens, dans la mémoire collective, l'armée a toujours eu un profil de répression. Lors du rejeté des Vaudouisans, par exemple, l'armée avait une force de répression. Les gens qui ont connu cette première armée, qui était née, que nous avons connue, qui était née en 1900 et 1910, ils avaient au plus 15 ans, 16 ans. Quand cette première armée a été envoyée, c'était des enfants, des adolescents, ils s'en souvenaient vaguement. Les gens qui ont vraiment connu cette première armée comme authentique institution militaire et nationale étaient nés en 1875 et 1900. C'est une génération qui avait atteint un très grand âge. Quand nous autres, Marie-Alice, vous et moi, nous étions adolescents. Et c'était ces gens-là qu'il fallait interroger. Et ces gens n'ont jamais aimé l'armée d'Haïti parce que l'armée en kaki, la seconde armée, parce qu'ils savaient d'où elle venait. Elle provenait des fourgons d'une armée étrangère d'occupation. Elle avait un vice politique rédhibitoire qui entachait sa naissance. C'était comme quelqu'un qui était venu au monde à la suite d'un viol, d'un inceste ou d'un adultère. C'était aussi grave que ça. Et il y avait moyen de corriger ça pendant 47 ans ou pendant 60 ans. Et ils n'en ont rien fait. Par exemple, en 1930, les secteurs nationalistes, comme par exemple le sénateur Hector Poultre de Saint-Marc, disaient qu'il fallait purement et simplement renvoyer cette armée en kaki et revenir avec l'ancienne force publique haïtienne. Ce courant, représenté avant lui par Georges Sylvain, n'a pas été écouté. Donc on a gardé l'armée en kaki avec toute cette art. Elle avait une vertu apparente, c'est d'avoir fait régner l'ordre. Elle fera régner l'ordre environ 50 ans après le départ de l'occupant américain, 55 ans et après le départ de l'occupant américain, en attendant que les choses se gâtent réellement dans les années 1989-1990. Nous sommes rentrés dans cette spirale d'insécurité, de violence et de déstabilisation du pays, des institutions. Et nous sommes rentrés vraiment dans des années terribles. Mais on a aussi reproché à cette armée tous les coups d'État que nous avons eus en Haïti. Il y a eu très très peu de coups d'État en Haïti. C'est une notion qui nous est relativement étrangère. La Bolivie, en 160 ans d'indépendance, a donné plus de 180 coups d'État. Et au point qu'en 1983, les civils et les militaires boliviens se sont mis d'accord pour dire que nous renonçons au coup d'État. Il n'y en aura plus en Bolivie, il n'y en a plus depuis 28 ans en Bolivie. Nous n'avons pas eu de coup d'État militaire classique comme en Amérique latine ou en Afrique, où l'armée s'empare du pouvoir pour garder le pouvoir pendant longtemps. Et il y en a eu deux de ce type au 19e siècle. Et l'armée n'a pas gardé le pouvoir non plus. C'était le coup d'État militaire des généraux contre Jean-Jacques Dessalines, parce que l'assassinat de Dessalines est le fruit d'un coup d'État militaire. Un coup d'État militaire interne d'une révolution de palais, mais c'est un coup d'État militaire classique. Et il y a eu le coup d'État militaire du général Richelieu du Perval
en octobre 1879 contre le président provisoire de consensus Joseph Lamotte, qui voulait faire des élections sérieusement, mais comme la bande du général Duperval et du général Seyd Télémaque voulaient imposer l'Isis Salomon à toute force à la nation et que le Parlement n'était pas décidé à élire Salomon, ils ont renversé le général Lamotte pour installer un gouvernement provisoire de façade qui allait procéder à l'installation purement et simplement de Salomon à la présidence en 1879. Et ceci a conduit le général Salomon, à partir de 1881, à verser dans la répression, dans le crime, jusqu'à sa chute. Nous connaissons les exactions du régime de Salomon, qui n'est pas un des champions de la défense des droits de l'homme et des libertés publiques. Donc, à part ces deux coups d'État, il n'y en a pas eu. Il y a eu certainement des mouvements de protestation armés, mais c'était des unités militaires locales qui encadraient un mouvement de protestation citoyen pour renverser un pouvoir qui avait dépassé les limites. C'était plutôt... Que s'est-il donc passé avec le professeur Leslie François Maniguel? Ça, c'est la deuxième armée. La deuxième armée de tradition militaire américaine, pétrie de légalisme, ne donne pas de coup d'État non plus. Et en 1937, toutes les conditions étaient réunies pour un coup d'État contre le président Sténio Vincent, il n'y en a pas eu. Et en 1946, il a fallu un appel du pied de l'ambassade américaine pour que l'armée, sous la direction du colonel Frank Lavaud, prenne tout à fait temporairement le pouvoir à la chute de Lescaut pour éviter justement l'émergence d'un gouvernement d'union nationale révolutionnaire de salut public civil qui remettrait en cause l'ordre américain issu de la première occupation. Et cette junte militaire du général Lavaud s'est empressée après 8 mois de remettre le pouvoir à un civil. Il n'est pas question que l'armée gagne le garde de pouvoir. En 1950, le président estimé voulait se maintenir au pouvoir en violant la Constitution. Un mouvement politique, civilo-militaire, a renversé le président estimé au nom de la défense de la Constitution et des institutions, mais cette Constitution de 1946 n'a pas été respectée. On a été fabriquer une autre Constitution pour le général Magloire, et il a gardé le pouvoir pendant 6 ans, à la grande déception de ses frères d'armes, qui n'étaient pas contents que Paul ait trahi son serment et se soit emparé du pouvoir. On avait fait le coup d'État pour protéger les institutions, non pour installer l'un des nôtres à la présidence. Et on lui a fait savoir qu'après ces 6 ans, que l'armée n'accepterait pas qu'il restât au pouvoir. Et ce sont ses frères d'armes qui, en décembre 1956, quand il a donné son auto-golpé, et qui l'ont fait partir. Et donc, voilà le deuxième. Le troisième est un coup d'État militaire du général Antonio T.H. Kebo pour installer Duvalier. La naissance du gouvernement Duvalier remonte au vendredi 14 juin 1957, pas au 22 septembre, parce que le 22 septembre, ces élections étaient une mascarade, une formalité. Et le dictateur dominicain Rafael Leonidas Trujillo a demandé pendant l'été 1957 à son ami Kebo de garder le pouvoir parce qu'il était le maître absolu des vies et des biens. Il avait massacré les partisans du professeur Pierre Eustache, Daniel Fignolet dans les quartiers populaires de Port-au-Prince. Desjoie était complètement hors jeu. Duvalier ne représentait rien. Et Kebo était le maître absolu du jeu. Et Kebo a répondu à Trujillo, écoutez, général, je ne puis pas faire ça, j'ai donné ma parole d'officier que je vais faire les élections. Il faut que je donne le pouvoir à un civil parce que ce n'est pas le rôle de l'armée de garder le pouvoir. Et Kebo est rentré dans ses casernes. Et le légalisme américain a duré à peu près 6 à 7 ans après la montée de Duvalier, juste pour donner à François Duvalier le temps de consolider sa dictature. Quand en avril 1963, il y a eu le complot du colonel Lionel Honora pour tenter de donner un coup d'État militaire à Duvalier, il était trop tard, il s'était emparé de l'appareil de l'État et ses officiers légalistes de tradition américaine, de formation américaine, qui avaient régné sur l'armée de 1957 à 1964 environ, ont été éjectés en 1964
Duvalier mettra à la retraite ou chassera de l'armée arbitrairement plus de 70 officiers, sans compter les anciens officiers qu'il profitera pour faire massacrer le 26 avril 1963, comme le lieutenant Philippe Célestin, par exemple, et le colonel Édouard Roy et d'autres officiers. Si vous lisez un rapport de l'armée d'Haïti sur les événements du 25 mai 1957, la plupart des officiers qui ont été mêlés ou de près ou de loin à cette journée du 25 mai 1957, ou bien même accusés à tort d'avoir été mêlés à cette journée du 25 mai 1957, et comme le capitaine d'artillerie Lucien Lespinasse, ont tous disparu ce 26 avril 1963. Et ce grand massacre est un crime contre l'humanité justiciable du tribunal pénal international selon les standards actuels. Donc cette armée n'a pas pu faire de coup d'État et il a fallu le pourrissement de la dictature des Duvalier et le mouvement démocratique qui se déroulait en Haïti pour que, à partir des années 82-83, la hiérarchie militaire de ces gens qui étaient lieutenants en 56-57 se mette à réfléchir et à comploter pour voir comment, avec certains éléments civils, mettre un terme à la dictature des Duvalier. Et ceci a débouché sur la journée glorieuse du 7 février 1986, et qui représente une date charnière dans l'histoire d'Haïti. Et cette armée n'a pas su gérer les choses. Le coup d'État contre le professeur Maniga et celui contre le président Jean-Bertrand Aristide, ce sont deux coups d'État qui se ressemblent. Et ce sont des militaires qui ont été effrayés d'avoir à vivre avec un pouvoir civil dans la crainte du retour de la dictature civile et de toutes les misères subies par les forces armées pendant 30 ans qui ont fait ces deux coups d'État. Mais entre le coup d'État de Maniga et le coup d'État d'Aristide, il y a un coup d'État intermédiaire. C'est un coup d'État que j'appellerais un coup d'État de correction militaire du 17 septembre 1989, où, ayant renversé le président Leslie-François Maniga, au lieu d'appeler le président de la Cour de cassation pour faire repartir le processus démocratique, le général Nafi suspend la Constitution, dissout les chambres et s'autoproclame président avec un cabinet composé exclusivement de militaires, de généraux et de colonels. Ceci n'a pas plu à la communauté haïtienne, ni à la communauté civile, ni à la communauté militaire. Et il y a eu comme un phénomène de rejet qui s'est traduit par le coup d'État du 17 septembre 1988, où la nation haïtienne a signifié son congé au général Nafi en lui disant qu'elle n'accepterait pas un président militaire sans limitation dans le temps avec un cabinet entièrement composé de militaires. Pour trouver cette formule réaliste, il faut remonter à l'État d'Haïti entre le 1er janvier 1804 et le 22 septembre 1804, pendant les premiers temps du gouvernement du général Dessalines. On ne peut pas encore parler de l'empereur Dessalines, même Dessalines était mal à l'aise dans cette formule et il a choisi la formule de l'Empire pour pouvoir donner un vernis beaucoup plus institutionnel à ce régime. Donc, les coups d'État militaires, ça ne fait pas partie de la tradition haïtienne, de l'histoire haïtienne, pour deux raisons. Parce que la première armée était une armée de citoyens, c'était une armée de volontaires, c'était l'armée de l'an 2, c'était l'armée des volontaires de la Révolution française, et à partir de 1793, ici à Saint-Domingue, des volontaires noirs de la Révolution française qui se battaient pour la liberté des Noirs et pour le maintien de la citoyenneté française à part entière, avec tous les droits qui étaient associés aux indigènes de Saint-Domingue. Et c'est au nom de cet idéal que ces troupes supplétives indigènes se sont révoltées contre le corps métropolitain expéditionnaire qu'ils ont mis à la porte le 1er janvier 1804 formellement. Et cet esprit de l'armée indigène va durer jusqu'en 1916. Et cette première armée haïtienne, malgré toutes ses faiblesses, malgré tous ses défauts, malgré tous les prétextes que l'occupant américain et c'est la caisse indigène
utilisèrent pour justifier son envoi était une institution authentiquement nationale. Alors que l'autre, pétri de légalisme américain, qui ne faisait pas de coup d'État pour une autre raison, l'autre, pendant toute sa vie, pendant les 80 ans de sa vie, a évolué totalement en marge de la société civile haïtienne et les gendarmes haïtiens, les gardes haïtiens en kaki ne parlaient qu'aux Marine Corps et les Marines ne parlaient qu'à Dieu. Donc, il faut bien comprendre ces deux institutions qui se sont succédées l'une à l'autre et qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas vécu selon les mêmes paramètres. Et le président Martelly, lors de l'installation du gouvernement de M. Kony, le président Martelly a dit clairement qu'il était en faveur d'une armée nationale, c'est-à-dire d'une armée qui ressemblerait plus à l'armée indigène, à l'armée de l'an 2, qu'à l'armée en kaki. Il n'est pas question de rétablir la seconde armée en kaki. Il n'est pas question de faire un collé piécé, un copy-paste. Ça ne donnerait rien du tout. Et je sais que ce n'est pas ce qui se trouve dans la tête du président de la République. Ce qui se trouve dans la tête du président de la République, c'est le type d'armée que le général François-Denis Légitime a décrit en détail dans son livre de 1879. L'armée haïtienne, ça nécessitait son rôle. Et c'est dans cette direction qu'il faut aller, bien entendu, en modernisant ce que le général Légitime a dit et en appliquant des standards du XXIe siècle. Mais c'est très très important de réaliser qu'on doit faire la synthèse entre ces deux armées, la première et la deuxième. Je dois vous dire aussi que dans la deuxième, tout n'était pas absolument mauvais. Il y avait l'efficacité américaine, le côté pratique américain aussi. Et il faut aussi prendre ce qu'il y avait dans la deuxième parce que tout n'était pas absolument mauvais. Et étant historien et professeur d'histoire militaire, je me suis livré à une étude des deux armées et je vous ai montré un document où il y a deux colonnes avec différents paramètres, avec les différences entre ces deux institutions militaires qu'il ne faut pas comparer et qui ne sont pas équivalentes. J'ai avec moi le livre du général Prosper Avril, Vérité et révélation, l'armée d'Haïti, bourreau ou victime. Et le général Avril a un rêve et il estime juste et bien fondé les préoccupations qui ont animé les constituants de 1987 en choisissant d'entériner à côté d'une force de police indépendante l'existence d'une force armée parmi nos institutions nationales. Mais le général Avril aimerait déjà que cette armée-là soit revalorisée, reformée, reconstituée, qu'elle soit différente de ce qu'on a eu avant. Eh bien, vous savez, Marie-Alice, l'acte de renvoi de cette deuxième armée par le président Aristide était un acte illégal, anticonstitutionnel, arbitraire, mais il avait un bon côté aussi. Cet acte a rendu service au pays parce que le président Aristide a effacé le tableau et a permis à un gouvernement successeur, en l'occurrence le gouvernement du président Michel Joseph Martelly, d'opérer à partir d'une page blanche, non d'une structure préexistante, viciée, qui résiste à ce que vous voulez faire. Vous voyez comment ces chefs militaires ont résisté, ont pratiqué la résistance passive, ont traîné les pieds pendant 47 ans pour ne pas se réformer. Et ils ont eu la leçon qu'ils méritaient quand les soldats américains sont venus les piétiner devant les caméras de télévision du monde entier. Et ils sont responsables de ce piétinement, du piétinement du jeune officier devant les caméras. Et ce piétinement montre incidemment la brutalité et la vaine méchanceté et la cruauté inutile des soldats américains, mais ce n'est pas le plus important. C'est la leçon pour nous qui compte. C'est une invitation à rentrer en nous-mêmes et nous
civils et militaires, nous avons mal agi. Nous, militaires, parce que nous avons fait la sourde oreille, nous avons refusé de nous réformer. Nous, civils, parce que ce sont nos taxes qui financent l'institution militaire. Nous n'avons pas gueulé assez fort pour que les changements puissent être apportés par nos autorités politiques au sein des forces armées. Et je dois vous dire aussi que vous êtes virulent, docteur. Oh, je suis virulent, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Il faut appeler un chat un chat. Et je dois vous dire que de 1934 à 1994, nos dirigeants civils, sauf peut-être le président Aristide et son premier ministre, M. Préval, pendant leurs 7 mois en 91, ne se sont pas préoccupés de choses militaires. L'armée faisait un peu ce qu'elle voulait en fonction de l'héritage légué par le Marine Corps. Nous avions un ministère de l'Intérieur et de la Défense nationale qui était pratiquement ministère de l'Intérieur. On s'occupait de police politique, d'espionnage, de politique aérienne et tout ça, mais on ne gérait pas l'armée qui évoluait, n'est-ce pas, en vase clos. Je vais vous donner un exemple entre mille qui est choquant. Regardez, en 1957, les candidats ont donné leur programme. Le programme le plus structuré était celui du candidat Clément Jumel, où il abordait toutes les questions, l'agriculture, les affaires étrangères, l'industrie, le commerce, l'éducation. Il n'y avait aucun chapitre sur la sécurité publique. On avait sous-traité ça aux subrogés des Américains, aux supplétifs des Américains, aux séides des Américains et aux séides du Marine Corps. Et voilà, c'était l'esprit de l'heure. C'était reconnaître une forme de paternalisme. C'était une forme de paternalisme que le Marine Corps avait, à travers ses supplétifs, à travers ses héritiers, une mainmise totale sur nos questions de défense nationale, sans que même les autorités politiques de l'État haïtien n'aient rien à dire. C'était une situation anormale qui devait être corrigée. Donc, nous avons eu la leçon pour les chefs militaires haïtiens. Ils avaient absolument besoin de cette catharsis, Marie-Alice, parce que quand on leur parlait, ils n'entendaient pas. Et c'est une occasion aussi pour faire une institution à partir de zéro. C'est ce que veut le président Martelly. Ceci nous permet aussi de lancer un débat national entre Haïtiens, parce que je me souviens que dans une réunion, un officier intellectuel, le colonel Cyprien, a eu cette remarque extraordinaire que l'Haïtien de son histoire n'a jamais fait d'armée, parce que ce sont deux puissances étrangères qui ont fait les deux armées pour lui. D'abord, c'était la France qui avait organisé les troupes supplétives qui se sont révoltées sous forme d'armée indigène, mais l'armée indigène a gardé son moule français et ses uniformes français jusqu'en 1916. Et quand on changeait d'uniforme en France, on changeait aussi en Haïti parce que nous importions nos articles militaires de la France. Vous pouvez le voir dans le livre de Goustikla Agaya. Et à partir de 1915 et du renvoi de la première force, on a eu le moule américain. Et alors que le Marine Corps ou la US Army, la US Navy évoluait aux États-Unis du point de vue des droits, du point de vue des procédures, du point de vue même des uniformes ou de la manière d'être, nous sommes restés fossilisés, sclérosés avec l'arrière-cour, avec l'esprit du Marine Corps de 1920. Est-ce que tout cela va expliquer que le président Boniface Alexandre, en 2004, ait formé une commission devant statuer sur l'opportunité du retour d'une force armée d'Haïti reconstituée, revertébrée? Écoutez, à partir de 1904, je dis de 1904, à partir de 2004, nous avons comme une espèce de consensus qu'il faudrait un jour l'armée parce que nous étions occupés par une troisième force, une troisième fois, avec les Américains, les Chiliens, les Français, les Canadiens, et c'était une situation anormale. Donc, les observateurs les plus clairvoyants
voyaient qu'ils auraient besoin d'une force armée pour prendre la relève de ces forces armées étrangères au moment de leur départ. Donc, on avait demandé à M. Latortue de faire le nécessaire et Latortue était supposé rétablir l'armée. C'était le sens de l'arrivée du général Héra Abraham aux affaires. Mais Latortue avait un autre agenda et il était venu faire son petit cinéma ici et retourner en Floride après 2 ans. Donc, ça ne l'intéressait pas de se charger de ce dossier qu'il a préféré laisser à son successeur. C'est la pression de l'opinion et des manifestations qui a poussé Latortue à nommer cette commission. Et Latortue n'a aidé cette commission que du bout des lèvres. Il a tout fait pour que... Oui, mais il a quand même demandé une contre-expertise de cette Pendant que cette commission travaillait, il a demandé une contre-expertise d'une firme américaine, la Ford Works Incorporated, et il est heureux que la commission haïtienne et la firme américaine ont été de la même conclusion qui recommandait le retour des forces armées pour préparer le départ ordonné de la MINUSTA. Et quand le président René Préval est monté, ce n'était pas dans son agenda du tout de restaurer les forces armées et il n'avait aucun problème à passer ces 5 ans de mandat surveillés par les baïonnettes étrangères. Ça, c'était pas son problème. Oui, mais en 2007, M. Préval va quand même convoquer une deuxième commission pour faire un diagnostic de la problématique de la défense en Haïti. C'est contre son gré, je pense, qu'il a convoqué. Contre son gré? Contre son gré. C'est pour lâcher du lest et pour gagner du temps. C'est à cause de la pression de la rue, de la pression des parlementaires, d'un budget qui avait été voté au Parlement pour un embryon d'armée et ce budget a été alloué à une commission. Le président Préval a convoqué cette commission qui a travaillé sérieusement pendant un peu plus d'1 an et nous savions au sein de la commission que le rapport serait rendu mais que le président Préval ne ferait rien pour le retour de l'armée pendant son mandat. Mais nous avons travaillé quand même parce que nous avions pour mission de faire notre devoir et cette seconde commission a conclu la même chose que la précédente commission ou que la firme américaine, retour d'une institution militaire aux côtés de la PNH. Et là, j'ai une question particulière pour vous. Est-ce que les raisons qui ont prévalu à l'époque sont encore les mêmes actuellement pour le retour de l'armée, à savoir les droits acquis de l'histoire nationale, les provisions constitutionnelles, la dissuasion contre l'action des bandes armées, la lutte contre la drogue, la lutte contre le terrorisme, les catastrophes naturelles, la surveillance de nos frontières et les tâches de développement? Tout à fait, les nouvelles forces armées, sans compter l'impact économique, voulues par le président Martelly, vont obéir à tous ces critères. Oui. Le général de Gaulle vous dit, Marie-Alice, qu'on ne peut pas cacher les faits longtemps. Les faits parlent par eux-mêmes. Ce sont des faits, ce sont des évidences. Parce que cette première commission a remis 2 rapports. Un premier rapport préliminaire pour lancer un débat qui était un argumentaire avec les raisons en faveur du retour des forces armées et les raisons contre le retour des forces armées. On a pesé le pour et le contre, on a mis ces arguments les uns en face des autres et on est arrivé à la conclusion qu'il fallait une armée pour assurer la relève de la MINUSTA et pour remplir les tâches militaires auxquelles la PNH n'est pas destinée. Et nous avons eu un rapport final que nous avons remis au président Boniface Alexandre et au premier ministre Gérard Latortue, qui disait, en fonction de ce premier rapport préliminaire, que faire, comment le faire, quand le faire, etc. Et c'est essentiellement ce qu'il y a dans ce fascicule. Vous permettez le livre blanc de notre défense. Allez-y. Vous permettez que je partage avec mes téléspectateurs les raisons contre, quand même. Oui, certainement. D'abord, il parle du succès de l'expérience du Costa Rica. Ce qui voudrait dire que certains pays n'ont pas besoin d'armée puisque ce sont des pays qui n'ont pas de turbulence ni d'insécurité. Oui. Nous avons vu le résultat d'Haïti sans son armée depuis 1999 que la précédente MINUHA est partie. Et ça a duré à peine 4 ans, du 1er janvier 2000 au 29 février 2004.
il a fallu ramener des forces étrangères pour ramener l'ordre. Donc, si vous voulez aller vers ce schéma, il n'y a pas de problème. On va attendre la 4e intervention, et la 3e des occupations et la 4e occupation pour poser la question de l'armée. Donc, autant vaut mieux évacuer cette question depuis la... Il vaut mieux prévenir que guérir. La 3e intervention. Faisons l'économie d'un nouveau cycle de violence, de plus de destruction, de plus de morts. Oui, il vaut mieux prévenir. Il vaut mieux prévenir. Là, il parle aussi de l'argument financier, du coût. Écoutez, parce qu'il y a un coût budgétaire. Écoutez, comme dit la réclame de l'EDIH, courant électrique passe au ciel, sécurité passe au ciel. Nous avons rapporté dans ce petit fascicule l'anecdote de Louvois, ministre de Louis XIV, qui rend visite à un colonel d'infanterie et dit au colonel, votre régiment coûte au trésor royal plus d'1 million de livres par an. Et le colonel lui a répondu, oui, monsieur le ministre, mais un bon régiment d'infanterie paie en une demi-heure ses dettes de 100 ans. Si nous avions eu une force militaire lors du tremblement de terre du Goudou-Goudou, on aurait passé l'ordre à un bataillon des forces armées d'Haïti de sécuriser le centre-ville, on aurait sauvé la moitié des magasins qui n'avaient pas été détruits par le tremblement de terre. La police n'a pas pu empêcher le pillage. La MINUSTA a fait ce qu'elle a pu, mais ce n'est pas une force nationale, ce n'est pas son pays. Pourquoi doit-elle faire des excès de zèle? Elle fait le minimum. Elle n'est pas motivée, c'est pas... Cette terre ne lui appartient pas, elle appartient aux Haïtiens. Vous êtes un excellent avocat de cette cause. Je continue. J'y ai travaillé pendant plusieurs années. J'ai tourné et retourné et retourné. Les raisons pour et les raisons contre. Et les raisons contre. Et je dois vous dire que dans ce fascicule, la première commission a délibérément laissé de côté tout argument politique et idéologique, comme par exemple que les forces armées sont un organe essentiel d'un État souverain, ou comme dit De Gaulle, les forces armées sont le premier instrument de l'État, ou comme disaient encore d'autres Haïtiens, il nous faut récupérer pleinement notre souveraineté nationale et notre indépendance politique, et que les forces armées sont un instrument nécessaire à ces deux choses. On a mis tout ça de côté, notre argumentaire est purement technique. Il y a une chose qui m'amuse beaucoup. Quand je vois les grands journalistes du Miami Herald ou de Washington Times qui vous disent de renforcer plutôt la PNH que de créer une armée. Et ils nous prennent tous justement, là, j'allais vous dire pour des cons et pour des imbéciles. Parce qu'ils confondent, Marie-Alice, qualité et quantité. Quand vous avez besoin de réparer un moteur, vous faites appel à un mécanicien, même modeste. Mais vous n'allez pas chercher le plus grand charpentier d'Haïti pour demander à ce beau charpentier de réparer votre moteur. C'est risible. Ça ne vous donne rien du tout. Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. C'est comme si vous aviez un grand hôpital où vous avez des infirmières, des médecins, vous avez des problèmes avec ces médecins qui sont indisciplinés. Vous décidez de mettre tous les médecins à la porte et de faire fonctionner votre hôpital avec des infirmières, des techniciens de laboratoire et des techniciens de radiologie. Et vous voyez le résultat, vous avez un désastre. Au lieu de ramener ces médecins avec d'autres salaires, d'autres conditions de travail, d'autres paramètres, une autre discipline, un système de surveillance pour prévenir les excès qu'ils avaient fait dans l'hôpital auparavant, vous dites, ah non, 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 on va laisser les docteurs dehors et nous allons mettre plus d'infirmières, plus de techniciens de laboratoire, plus de techniciens de radiologie, on va leur donner plus de médicaments, on va les payer davantage. Vous aurez le même résultat, Marie-Alice. J'avais écrit dans le Nouvelliste le 3 janvier 1995 un article contre la réduction de l'armée à 1500 hommes, dans lequel article j'annonçais la somalisation d'Haïti. J'annonçais les horreurs que nous avons vécues ici entre 2003 et 2007. Cet article est là dans le Nouvelliste. Mais encore une fois, et je n'ai pas été entendu, l'Évangile vous dit qu'il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc, vous avez vu le résultat. Je crois que tout le monde sait qu'on a besoin de la chose. Donc allons faire la meilleure chose. Cette force armée reconstituée sera un vecteur de développement? Tout à fait.
parce que il y a par exemple en France, dans les départements français d'outre-mer, des régiments de services intégrés qui font des tâches de développement, des tâches de travaux publics. Ils construisent des ponts, des routes, creusent des canaux, font des travaux d'utilité générale. Vous pouvez avoir un corps de santé qui font des consultations en permanence pour la population civile à l'échelle du pays. Mais si vous avez une catastrophe naturelle, vos forces armées se mobilisent pour sécuriser les vies et les biens. Donc je prends la liberté de vous demander quels seront vos critères de sélection. Les critères de sélection, il y aura des critères intellectuels et normalement l'offre est immensément supérieure à la demande, donc on n'aura pas de difficulté à recruter des candidats valables. Ayant déjà une formation professionnelle ou bien vous allez former des cadres? L'essentiel, c'est de former des cadres. Vous allez former des cadres. Nous allons former des cadres et... donc des cadres moyens. Des cadres moyens, des cadres inférieurs. Les cadres supérieurs, on ne va pas les former. Il faut recycler une partie des anciens cadres supérieurs. Mais ces gens-là seront appelés à disparaître. Parce que quand en 1955, on a reconstitué l'armée allemande, la Bundeswehr, on a dû faire appel à des cadres de la Wehrmacht et ces gens ont été screenés. Ils ont été screenés à la loupe par une commission du Parlement allemand, du Bundestag, composée de 38 membres représentants des secteurs des églises, de la société civile, du monde des affaires, pour voir que tous les candidats au-dessus du grade de lieutenant-colonel étaient clean, les colonels et les généraux ont été vérifiés. Nous allons aussi avoir des critères psychologiques. Il va falloir un examen psychologique pour rentrer dans la nouvelle force et les critères de sélection seront très durs. Ce sera très facile, Marie-Alice, parce que, encore une fois, je vous dis que la demande est très inférieure à l'offre. L'offre est immense. C'est comme si quelqu'un viendrait vous vendre 100 conteneurs remplis de tableaux de maître qui sont légalement achetés. Ce ne sont pas des tableaux volés, même si ces tableaux vous sont vendus à un prix très bas, vous n'aurez pas de place dans votre galerie pour les exposer. Donc là, c'est un corps d'élite que vous allez former. Tout à fait. Mon Dieu, c'est trop beau ça. Au service de la nation, il y a les moyens, tout se trouve dans les livres. On n'a qu'à appliquer les procédures, nous n'allons pas inventer. Quand vous parlez de moyens, dites-moi, quels seront vos moyens financiers? D'où allez-vous tirer ces moyens? Le président a répondu à cette question à des diplomates étrangers en leur disant que quand il s'est agi pour moi d'envoyer 172 000 enfants à l'école pour la première fois, tout le monde était sceptique sur ma capacité de mener à bien ce projet et de trouver les fonds. Je sais où je vais trouver les fonds pour mon armée, mais ça c'est mon petit secret. Je vous le dirai en temps et lieu. Je ne suis pas président de la République, donc je ne peux pas savoir davantage que M. Martelly. Si on m'avait posé cette question à moi, Georges Michel, je vous répondrais ceci, Marie-Alice. Comme Abraham s'apprêtant à sacrifier Isaac, Dieu y pourvoira. Dieu y pourvoira. Dieu y pourvoira. Mon fils. Mon fils. Georges Michel, dites-moi, si en 6 mois, vous êtes capable de mettre sur pied une force militaire d'élite, est-ce que Haïti doit croire au miracle? Écoutez, Haïti n'a pas à croire au miracle, c'est une question de volonté. Parce que il y a des fois où ce pays a marché. Vous avez parlé de Maestro Issa, vous êtes un peu plus âgé que moi. Vous avez connu les Golden Years d'Haïti 1946-1956. Moi, je suis né en 1954. J'ai vaguement connu... Non, je n'ai pas connu ça non plus. J'ai vaguement connu la fin de cet âge d'or où la nuit du Valériste est tombée sur ce pays en 1957 avec le coup d'état du général Antonio Thompson Kebro. Donc, si vous allez lire dans les journaux de l'époque, le Nouvelliste, le Matin, Haïti Journal et le National, vous verrez que sous le général Magloire, il s'inaugurait quelque chose de nouveau chaque semaine. Essayez de voir ce que le général Magloire a fait en 6 ans. En 1951, le général Magloire fait un discours au Cap-Haïtien en disant qu'un pays
ne peut pas fonctionner avec un seul aéroport international, qu'il en faut deux. Et en l'espace de 2 ans, l'aéroport international du Cap-Haïtien, en 1953, était inauguré par le général Paul Magloire selon les standards de l'époque. Depuis 1977, la décision d'élever cet aéroport au standard des avions à réaction a été prise. Depuis 1977, le projet piétine. Il reste 6 à 8 mois pour terminer le projet de l'aéroport du Cap, mais en février 1991, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans, un ministre a fermé le chantier et le chantier a été réouvert là et après le goudou-goudou. La décision de continuer les travaux de l'aéroport a été prise juste quelques semaines avant la catastrophe du 12 janvier 2010. Donc ça vous montre la différence d'esprit entre ce qui se faisait sous Estimé et sous Magloire et ce qui est venu après. Et laissez-moi vous dire une chose, les chiffres parlent par eux-mêmes. De 1957 à 1967, François Duvalier, subordonnant tout à l'idéologie, a fait chuter le PNB de ce pays de 40% en 10 ans, en faisant fuir les capitaux. Donc là, nous allons vers un renouveau. Nous allons vers un renouveau et dès qu'il y a la volonté de faire marcher quelque chose, on fait marcher. Georges Michel, il nous reste très peu de temps, mais j'ai quand même une question à laquelle j'aurais aimé avoir une réponse. Quelle sera la différence entre l'ancienne armée et cette nouvelle armée? Succinctement, dites-moi. Succinctement, la troisième armée sera une synthèse de l'armée indigène, à peu près 66%, et de la deuxième armée avec ses bons côtés, parce qu'elle n'était pas fondamentalement mauvaise, absolument mauvaise, 33% de deuxième armée et 1% d'emprunt aux armées étrangères, comme par exemple l'armée suisse, l'armée allemande et les armées de l'OTAN, parce que c'est beaucoup plus facile. Nous entendons travailler selon les standards de l'OTAN, selon les procédures de l'OTAN, selon les directives de l'OTAN. Donc l'OTAN est une alliance militaire et politique intégrée composée de démocratie. Il n'y a pas d'armée d'OTAN autant antidémocratique. Et si vous faites partie même de loin de la famille, la grande famille de l'OTAN, il y a un certain comportement que vous devez avoir. Vous allez apprendre la chose à la source. Et c'est une façon de faire passer les valeurs démocratiques dans une institution militaire. Donc là, le sentiment d'appartenance sera le dénominateur commun. La démocratie. La démocratie. Il n'y a pas de salut hors de la démocratie. C'est la démocratie et la démocratie. Démocratie bancale, boiteuse, mais démocratie quand même. Hors de la démocratie, point de salut. Comme aurait dit Henry Ford, pour la Ford T, vous avez le choix de la couleur pour la voiture à condition qu'elle soit de couleur noire. Donc là, nous n'aurons qu'un choix. Haïti d'abord. Haïti d'abord. Georges Michel, merci infiniment. Merci de nous avoir accordé ce temps de voyage sur Quisqueya, l'île mystérieuse. Amis téléspectateurs, en votre nom et en mon nom, je remercie le docteur Georges Michel. Dieu vous garde. Respect.